Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentart. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Rim Battal, poète, et Jérôme Guillot, qui est directeur de Batilion Promotion. Dans cet épisode, Rim et Jérôme nous parlent du poème Révélation, spécialement écrit par Rim pour la résidence du même nom, de leur engagement pour la création contemporaine et de nouveaux cadres de vie. Ils en parlent bien mieux que moi, alors je leur laisse la parole. Bonjour Rim. Bonjour Marion. Bonjour Jérôme. Bonjour Marion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Rim, tu es poète et journaliste. Tu es né à Casablanca. Aujourd'hui, tu vis et travailles à Paris. Avec déjà 4 recueils de poésie publiés depuis 2015, tu es aujourd'hui considérée comme l'une des voix les plus fortes de la jeune poésie francophone. Dernièrement, tu as été classée comme l'une des 10 artistes à suivre par les Inrocks. Quel était ton parcours ? Alors, je suis arrivée en France en 2013 avec une bourse de résidence à la Cité internationale des arts. C'est là que j'ai réellement commencé à pratiquer en tant qu'artiste et autrice. Auparavant, j'avais étudié le journalisme et j'ai aussi exercé en tant que journaliste dans certaines rédactions au Maroc, mais aussi à la télévision nationale, dans le service information. Et à partir de 2013, j'ai commencé à vraiment articuler mon travail autour d'une démarche qui se précisait de plus en plus. À la sortie de cette résidence-là, j'ai publié mon premier livre et fait ma première exposition solo à la galerie Voice Gallery à Marrakech. Mais aussi, j'ai participé à l'exposition inaugurale du premier musée d'art moderne et contemporain au Maroc. C'est un peu ce qui a donné le lancement de ma carrière, si l'on peut dire, comme artiste et poétesse à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai publié 4 livres en France dans plusieurs maisons spécialisées en poésie. Lanskin pour les 3 premiers livres. Ensuite, L'eau du bain aux éditions Supernova, pour lequel je viens d'obtenir le prix Copo de poésie. Et je viens d'en sortir un 5e qui s'appelle Les Quatrains de l'All Inclusive et qui est paru aux éditions du Castor Astral. Voilà, vous savez presque tout. Je crois que tu es arrivée en France par le biais d'une résidence à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, je suis arrivée en France avec donc cette résidence-là. C'est un programme où on a une bourse et un lieu de vie qui est aussi un atelier dont le volume varie en fonction de la pratique. Les sculpteurs, par exemple, ou sculptrices ont des espaces beaucoup plus grands avec une grande hauteur sous plafond. Et moi, je m'étais présentée comme photographe et écrivaine. Et c'est le ministère de la Culture du Maroc qui met à disposition l'atelier, donc le lieu, et l'Institut français qui accorde une bourse. C'est une résidence longue qui permet donc de développer des axes, des grands axes de création et de recherche qui est pas vraiment une résidence de production comme les résidences courtes où on est tenu on a une obligation de résultat quelque part. C'est jamais vraiment une obligation de résultat, mais on est tenu de sortir avec un objet qu'on a créé, parfois donner des ateliers, etc. pendant notre résidence. À la Cité des Arts, c'est pas le cas. On est vraiment très très libre de son temps et on peut vraiment travailler sur des choses longues qui nécessitent du souffle. Et c'est assez agréable et c'est rare. Et tu es tombée amoureuse de Paris, tu n'en es plus repartie. Complètement. Cette résidence, en plus, elle est située dans le Marais, dans un quartier central de Paris, près de la Seine, qui est très vivant. C'est une résidence où il y a 320 ateliers avec des artistes du monde entier. Donc j'ai rencontré des artistes japonais, des Allemands, des Syriens, Palestiniens et de toutes les disciplines, autant des compositrices que des réalisateurs, que des
un écrivain brésilien avec qui on est devenus amis aussi. Ça nourrit une réflexion, ça nourrit une pratique artistique et ça ouvre sur d'autres façons de faire, sur d'autres possibles. Et oui, j'ai adoré. Et puis voilà, j'ai pu découvrir Paris de cette manière-là parce qu'on sortait aussi ensemble avec ces artistes pour aller visiter des musées, aller à des vernissages dans des galeries d'art. Et c'est beau, je pense que c'est vraiment précieux ce genre de résidence parce que c'est ce qui fait qu'une ville reste vivante en fait. Paris est ce qu'elle est parce que il y a tout cet imaginaire autour des artistes qui sont arrivés au début du siècle dernier, du monde entier, des Italiens, des Espagnols, des Hongrois et des Japonais, je pense à Fujita aussi, et qui ont fait que il y a eu une sorte d'émulation collective autour de Paris. Qui ont créé ici, exposé, et qui ont participé à cette image de Paris qui est aujourd'hui commercialisée de toutes les manières possibles. Donc il faut être sympa avec les artistes quand ils sont en vie et, et en début de carrière. Et Jérôme, c'est là que tu interviens. Tu es le directeur de Batilion. Qui es-tu ? Donc pour faire assez simple, mon CV, donc 39 ans, marié, 2 petites filles. Donc je dirige Batilion Promotion, une structure de promotion lyonnaise créée il y a un peu moins de 5 ans. Promotion de logement collectif et surtout un grand passionné par mon métier. Là, je suis tombé dedans quand j'étais petit, alors non, puisque mes parents n'étaient pas dans cette activité-là, mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le domaine de la construction et j'ai rencontré la promotion immobilière et ça a été un vrai coup de foudre avec ce métier, ce que ma femme me reproche d'ailleurs de temps en temps. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit le logement des futures personnes qui vont y vivre dedans, ce contact avec les architectes, les entreprises, toutes les personnes qui participent à l'acte de construire. Voilà, c'est une vraie passion, je pourrais en parler des heures. C'est plus qu'un métier, c'est un plaisir. Vous venez de signer la charte Un immeuble, une œuvre. C'est une façon d'aller un petit peu plus loin d'ailleurs dans la construction et la promotion. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à ce programme ? Alors, ça a été une envie, de la curiosité, voilà, une envie de découvrir d'autres choses, de la curiosité. Alors je vais me considérer comme un néophyte dans l'art. Je l'ai dit, je suis passionné par mon métier, je passe un peu et beaucoup de temps, mais c'est vrai que voilà, j'avais cette envie d'ouvrir, de faire partager aux autres. On a la chance de faire un métier, la promotion immobilière, voilà, qui nous permet de toucher à différents domaines. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir joindre, je veux dire, l'utile à l'agréable, c'est pouvoir développer aussi cette culture, donc d'un point de vue très personnel, très égoïste. Et puis surtout d'en faire profiter les collaborateurs, les futurs occupants, des riverains. Donc je trouvais le principe assez intéressant de donner du sens à notre métier. Ce qui est important aujourd'hui, notre métier de promoteur a évolué. On est loin de l'image, même si ça reste encore gravé dans les esprits, mais malheureusement de ce promoteur pourri ou bétonneux, on va dire ça un peu brutalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour résumer, c'est de donner du sens à notre activité, se faire plaisir, rencontrer des personnes encore nouvelles, comme Rim, comme toi également, des artistes. Donc voilà l'envie, c'est voir un côté plaisir. Je voulais juste ajouter à ce que disait Jérôme, c'est que dans l'histoire de l'art et de l'architecture, on faisait souvent appel à des artistes qui étaient aussi artisans pour construire des pièces qui étaient intégrées à l'architecture de lieux, de bâtiments dans toute l'histoire de l'humanité. Les colonnes étaient travaillées par des artistes, il y avait des mosaïques, à la fois dans les grands palais, les temples, mais aussi dans certaines habitations. Et je trouve que ça a beaucoup de sens de faire ça aujourd'hui, encore plus peut-être pour des bâtiments où les habitants n'ont pas forcément les moyens peut-être d'avoir des œuvres originales chez eux, faites par des artistes, je veux dire chez eux individuellement dans chaque appartement. Là, vous leur apportez quelque chose de très très précieux en intégrant une œuvre d'art aux communes, du coup qui appartient à toute la copropriété au bâtiment. Je trouve ça très beau comme démarche. Donc pour une première, vous
vous avez choisi la résidence Révélation. C'est une résidence qui se trouve à Villeurbanne, juste à côté de Lyon. C'est là où on se trouve en ce moment. L'architecture de cette résidence, qui a été réalisée par Bama Architecte, est très pure, très minérale. L'idée, c'était de donner un supplément d'âme à la résidence. Et lorsque je vous ai proposé l'idée de ce poème, quelle a été votre première impression ? Surpris. Surpris puisque enfin nous, puisqu'on peut parler de l'équipe aussi de Bâti-Lyon, nous ne nous attendions pas à ce type d'œuvre, très clairement. C'est vrai qu'en rentrant dans la démarche, comme je dis, en étant, alors j'utilisais ce terme de néophyte, mais on était parti avec l'idée d'un tableau, d'une sculpture, des choses, on va dire, plus classiques, traditionnelles dans l'image, pourrait se faire de cette démarche. Donc c'est la première surprise, étonnement. Et puis en y réfléchissant, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que c'est bien de faire découvrir autre chose. Pour une première, en plus, c'était original de pouvoir aller sur un type d'art différent. Et voilà, passer cet étonnement et cette surprise, un emballement partagé. Et puis après, l'aventure s'est déroulée assez naturellement à vos côtés. Rime, je crois que c'était une première pour toi aussi. Oui, c'était une première. J'ai été aussi surprise que Jérôme, mais très impressionnée par l'audace de cette proposition, Marion. Je pense que je te l'ai déjà dit en privé, mais je le répète. Ce n'est pas très courant aujourd'hui de s'engager de cette manière auprès de la poésie contemporaine vivante. Quand on va chercher de la poésie, généralement pour des œuvres de cette envergure, généralement on va vers des poètes confirmés, très vieux, qui ont 1000 prix, ou alors vers des poèmes libres de droit, en fait, vers du Baudelaire et du Rimbaud. Or, pour un lieu vivant où des personnes vont vivre, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent de proposer ça à une personne encore en vie, une vie qui est en train de se faire, comme ces vies qui vont se faire dans ce bâtiment. Et donc oui, j'ai été très flattée aussi que le choix soit tombé sur moi. Et j'ai mis tout mon cœur dans la composition de ce poème. Je me rappelle l'une des premières fois où on a échangé, tu m'as dit « mais je n'ai jamais vu de poème dans l'espace public, dans la rue. Le seul endroit où j'ai pu voir de la poésie dans la rue, c'était sur les tramways à Paris. » Oui, tout à fait. Sur les stations de tramway qui ont des sortes de vitrines, et c'est là que on voit marquer quelques poèmes. Ça peut arriver aussi, mais c'est très très rare qu'il y ait des poèmes mais éphémères, comme une installation éphémère dans un lieu donné, et puis qui seront ensuite effacés ou déplacés comme une exposition éphémère. Mais voir un poème qui est intégré à un lieu, un bâtiment qui est fait pour durer, c'est très très rare, oui. Je n'arrive toujours pas à trouver d'autres exemples que ce tramway parisien. Et c'est le côté, moi, qui m'a plu aussi, c'est ce côté audacieux, d'avoir aussi une artiste, une jeune artiste. Voilà, c'était des choses qui nous ressemblent, qui me ressemblent et qui nous ressemblent aussi chez Bâti-Lyon. Donc c'est ce qui m'a plu dans le choix de l'œuvre et de l'artiste. Bon, on a hâte de l'écouter ce poème. Rime, est-ce que tu peux nous le dire ? Oui, tout à fait. On dit bien dire un poème, hein ? Ça dépend. Il y a des personnes qui disent dire un poème, d'autres qui disent lire un poème, d'autres déclamer ou aujourd'hui de plus en plus performer un poème. Mais ça dépend. Moi, j'aime beaucoup dire, même si mes poèmes sont toujours très écrits. Je travaille mes textes, je les écris et réécris et je les lis à haute voix et je les réécris. Mais je trouve ça beau de dire. C'est beaucoup moins intimidant quand on propose à des personnes de leur dire un poème que quand on dit je vais te lire un poème. Il y a une barrière comme ça qui tombe parce que quand on dit lire, à côté de un poème en plus, les personnes se disent tout de suite « Oh là là, mais c'est trop intellectuel, je vais pas comprendre. » Alors quand on dit « dire », je sais pas, on arrive tout de suite dans le quotidien, dans le facile, dans ok, ça, tu me dis quelque chose, si j'ai pas envie de l'entendre, bon, je vais zapper ensuite, et puis voilà. Et il n'y aura pas mort d'homme.
Mais finalement, on écoute et on écoute mieux. Alors, je vais vous lire le poème. Entre. Ton corps céleste perle. Entre ici, toi qui viens y faire ton nid. Entre comme ça, oui. Salue ton ami. Entre. Assieds-toi près de l'âtre. Ceci est ton corps. Ceci est notre corps, désormais. Merci. Merci Rim. Bon, tu le dis très bien en tout cas. Alors, c'est vrai que la poésie, c'est un petit peu méconnu. Rim, tu me disais que par exemple au Maroc, c'est une pratique qui est très courante dans la vie quotidienne, alors qu'en France, la poésie est un petit peu élitiste, hein, on peut dire. Oui, la poésie en France est un peu trop sacralisée. Elle est idéalisée parce qu'il y a eu des grandes figures de poètes ici en France qui ont fait que les générations suivantes soit n'ont pas été prises au sérieux, soit on est beaucoup moins attentif et ouvert ici aux nouvelles formes de poésie, qui vont toujours être regardées un peu de biais ou avec un peu de mépris même par le grand public. Il y a aussi la façon dont c'est enseigné qui est compliquée, qui range la poésie dans la récitation monotone sur laquelle on sera noté si on dit mal les choses. Donc ça crée beaucoup de barrières entre la poésie et son public éventuel. Au Maroc, oui, justement, dans le sud du Maroc, dans la région du Sahara, il y a cette pratique de la poésie orale, qui n'est pas forcément écrite. Aujourd'hui, certaines personnes l'écrivent, mais qui est essentiellement dite et mémorisée, composée de mémoires et dite lors de dîners, quand on est invité chez des personnes. La première chose qu'on fait, c'est avec le rituel du thé, qu'on offre à ses invités, c'est que chaque invité se lève et dit un poème composé pour l'occasion, composé à l'honneur de ses hôtes. Pareil en Mauritanie, où cette pratique est encore plus répandue. On l'appelait le pays des 2 millions de poètes, quand il y avait 2 millions d'habitants en Mauritanie. Et j'avais rencontré un poète et éditeur mauritanien, et je lui ai dit, alors c'est vrai que la Mauritanie, c'est le pays des 2 millions de poètes? Il m'a dit 3 millions. Parce que nous sommes 3 millions aujourd'hui. Et dans d'autres pays, c'est pareil. Hein. En Italie, par exemple, un poète qui va lire dans une salle va rassembler 2000 personnes facilement. Alors qu'en France, c'est toujours un peu compliqué d'avoir même 50 personnes, 100 personnes. Mais heureusement déjà arrivé, mais ça reste très très rare d'avoir des salles aussi remplies de personnes attentives qui s'y connaissent, etc. Pareil aux États-Unis, on peut voir des figures comme ça qui sont très suivies parce que leur poésie est très beaucoup plus souple et plus fluide qu'ici. Parfois, elle est quand même peut-être de moindre qualité pour faire pour être un peu exigeante, mais c'est ce qui fait qu'elle est moins intimidante et que les personnes y vont beaucoup plus facilement. Mais c'est vrai, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps pour l'investiture de Biden. Oui, ben justement, en fait, le poème d'investiture est une tradition aux États-Unis. C'est avec chaque investiture de chaque président, il y a un ou une poète qui est invité à dire un poème qui est écrit pour l'occasion. Cette année, on en a beaucoup entendu parler parce qu'ils ont communiqué dessus, parce qu'ils ont aussi fait le choix d'une jeune poétesse, hyper jeune, elle a 22 ans, qui est noire. Donc c'était un coup de communication aussi, mais un beau coup de communication, parce que son poème était vraiment très très beau, et elle le portait merveilleusement bien. Quel a été le point de départ de ton écriture ? Alors le point de départ, c'était cette réflexion que j'ai déjà depuis un moment sur le corps comme habitation première. Et puis ensuite, toutes les couches de corps, d'habitation qui arrivent et qui se superposent à ce corps. Et je pense que l'habitat, la chambre, et puis la maison, et puis l'immeuble est une sorte d'extension de notre propre corps. On y habite, on y évolue, c'est là qu'on pense, qu'on se réfugie, qu'on croit, on décore son lieu d'habitation, on en prend soin, un peu comme un corps.
Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le lien entre le corps et le bâti, donc et l'immeuble dans lequel des personnes vont vivre, vont se développer, grandir, vivre des choses très très intimes, mais aussi des choses communes. Il y aura des personnes qui vont se croiser dans ce hall où le poème pour lequel ce poème est destiné. Il y a aussi le fait que un hall d'entrée d'immeuble où les couloirs, donc tous les espaces communs, sont des lieux qu'on oublie parfois quand on rentre chez soi. On les traverse un peu de façon neutre et indifférente pour rentrer chez soi dans sa maison, dans son appartement individuel. Et j'avais envie d'interpeller là-dessus aussi en appelant ça un corps collectif. Ceci est notre corps désormais, parce que j'avais envie que les personnes prennent aussi soin de ce lieu collectif qui est une extension de la propriété privée en fait, donc du lieu qui nous appartient, qui nous embrasse. C'est assez intéressant ce que tu dis et tu parlais du lieu de rencontre de cette partie commune parce que c'est un retour assez étonnant. Finalement non, mais en tout cas c'est le retour qu'on a eu de la part des occupants de cette résidence à qui on avait expliqué l'origine de ce poème, mais naturellement les personnes se sont été intriguées, donc l'ont lu, nous ont questionné, se sont questionnées et ont échangé autour. C'est ce retour qu'on a pu avoir depuis l'occupation, hein, puisque les livraisons des appartements ont lieu sur le mois de mars. Et ça a créé du lien. Ça a créé du lien et naturellement, ou des fois des nouvelles résidences, les voisins mettent plusieurs semaines à se rencontrer. Il y a toujours un peu de timidité. Certains, ou même la plupart, se sont rencontrés et ont échangé autour de ce poème. Et on a finalement créé du lien social par l'intermédiaire de cette œuvre. Et où c'est intéressant, c'est que des fois on souhaite le créer sur des résidences, on n'y arrive pas. Et là, ça s'est créé naturellement, voilà, grâce au poème. Eh bien, j'en suis ravie. Oui, c'était un petit peu la question, puisque ça fait maintenant presque 2 mois que les habitants ont pris possession de leurs appartements. Et je me demandais si vous aviez eu des retours. Ce retour, c'est... alors, le jour de la livraison, les personnes sont plutôt focalisées pour prendre possession de leur appartement. Donc, et pareil, les personnes qui vivent chez nous, un planning un peu rythmé. Donc, il n'y a pas eu d'échange entre les équipes de Bâti Lyon et des clients. On leur expliquait, mais je pense que voilà, il n'y a pas eu un échange plus poussé. Mais c'est vrai que voilà, depuis ces 2 mois, c'est le retour qu'on a eu. Et même quand on repasse sur la résidence, parce que toujours aussi un accompagnement, et quand on repasse sur la résidence, c'est le retour qu'on nous fait. On voit les gens qui sont curieux, des retours comme je disais aussi, d'occupants dont leurs amis viennent les voir à domicile, hein, alors avec le respect des règles en vigueur. et ce retour, c'est cette curiosité en disant bah tiens, j'ai vu le poème écrit dans le hall avant de monter. En attendant, c'est sympa, c'est original, et on crée le dialogue. Donc on crée ce dialogue, on crée ce lien social, et je dirais c'est tout autant, si ce n'est plus, je dirais plus qu'une œuvre type une peinture ou une sculpture. Celle-ci interpelle et crée ce lien social, et donc moi je suis très très content, voilà, d'avoir réussi de cette manière à pouvoir le mettre en place. Qu'on puisse avoir eu cette conclusion grâce à ce poème. Alors effectivement, c'est un immeuble d'habitation, donc des gens y vivent, des gens y passent, ils reçoivent des invités. Avec ce poème, Rime, tu participes à rendre l'art plus accessible et à l'intégrer dans la vie quotidienne. Selon toi, pourquoi l'art est si important dans nos vies ? Alors, cette question-là aurait été peut-être un peu plus compliquée à répondre avant tous ces confinements et tous ces chamboulements. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la fermeture de tous les lieux de culture qu'on a connus, des galeries, toutes les personnes ont un peu plus compris quelle est la place de l'art et de la culture dans nos vies en fait.
Lorsqu'on on en a été privé, on a été privé de cinéma, on a été privé de théâtre, on a été privé d'aller voir des expositions plastiques, picturales. Et on a vu aussi le soulèvement du public quand les librairies ont été fermées lors du premier confinement et le mouvement de solidarité autour de cette fermeture. Je pense que on a constaté collectivement à quel point cela nous nourrissait en fait, à quel point l'art permet une autre façon de dialoguer, une autre façon d'être ensemble, la manière dont ça crée du lien, comment ça nourrit nos réflexions sur nos vies, sur le quotidien. Ça nous permet de nous évader aussi, ça nous divertit. C'est toujours l'art est un divertissement qui est un peu plus complexe, plus riche que regarder simplement une émission de télévision de façon passive, parce que l'art et la littérature restent toujours interactifs. On est partie prenante de l'œuvre. Quand on la regarde, ce qu'on y voit, c'est nous aussi qui le construisons en fait. Quand on lit un poème, ce qu'on comprend, ce qui nous touche dedans, c'est aussi nous qui le construisons, qui le composons avec le poète ou la poétesse. Donc l'art laisse une place très très grande à celle qui regarde, à qui il est donné, à qui il est offert. C'est pour ça que je trouve que c'est très très important qu'il soit intégré à des lieux d'habitation comme ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'osent pas aller dans les musées, qui pensent que ce n'est pas pour eux, qui n'osent pas ouvrir un livre de poésie, un recueil, en se disant je ne vais pas comprendre. Alors que là, on le croise, on est moins intimidé par ce poème qui va venir à nous, en fait, venir à notre rencontre dans le lieu qu'on habite. Et j'espère que les personnes arriveront à y mettre des émotions qui leur sont propres et qui relèveront de leurs intimes convictions, qui augmenteront ce poème d'un jour nouveau. Oui, et si je complète, c'est vrai que c'est ce qui est beau dans beau et intéressant dans la démarche Un immeuble, une œuvre, c'est qu'on rend accessible et qu'on amène l'art aux personnes, alors aux occupants des résidences, mais également aux riverains. Et on sait très bien que sur les différents occupants, que ce soit des personnes qui ont acheté leur logement ou qui l'utilisent à titre locatif, puisque toutes nos résidences aujourd'hui sont mixtes. On a des occupants qui n'iraient pas spontanément dans un musée. Tout à l'heure, je précisais que j'étais un néophyte. C'est vrai que j'ai pas eu cette culture étant plus jeune pour différentes raisons. Je pense ne pas être le seul. Et la démarche dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, aussi bien RIM que moi avec Batilion, c'est de pouvoir amener, déplacer l'art aux personnes. On travaille d'un musée où on déplace les personnes à l'art, et c'est ce qui est intéressant, ce qui nous permet de toucher le plus grand nombre. Donc on parle d'échanges entre les habitants. Finalement, l'art vient nous aider à créer du lien entre les habitants, et ça nous amène à réfléchir, à se poser des questions, à en discuter. Ça nous amène aussi à réfléchir sur l'habitat de demain. Jérôme, comment tu imagines l'habitat de demain, toi ? Alors comment je l'imagine ? De deux manières. Pour moi, il va évoluer de deux manières, et il commence déjà à évoluer à la fois sur ma casquette technicien qui va ressortir, sur son mode constructif, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit que les projets seront plus vertueux, décarbonés, biosourcés, géosourcés. Le bilan carbone de la planète est négatif, on doit agir, et donc on a commencé notre profession, tout le bâtiment a commencé, donc c'est un premier impact, mais qui va être technique, nécessaire, mais je veux dire pas suffisant, puisqu'en parallèle il y a un autre aspect qui va être important pour moi, c'est sur le mode de conception, qui sera beaucoup plus, selon moi, participatif et à tous les niveaux. Alors à la fois les acteurs de l'acte de construire, mais ce qui se passait déjà aujourd'hui, des promoteurs, des architectes, des entreprises, des bureaux d'études, les collectivités, qui sont des parties prenantes importantes, mais surtout les futurs occupants, les riverains. C'est aussi bien dans l'intégration de l'habitat dans le sens large, des résidences, mais également dans la conception intérieure des logements, avec
avec une vraie réflexion sur les usages, sur le lien qui peut être créé. Donc c'est les deux thématiques importantes qui ont été enclenchées il y a de cela quelques mois, on va dire, ou quelques années, et qui accélèrent. Il y a un développement très très fort dessus, sur plein de nouvelles réflexions, et dans lequel on s'intègre avec grand plaisir et grande envie, puisqu'il y a plein de belles choses à faire et à imaginer. Rim, je t'ai entendu parler de ta vision de l'habitat de demain dans une interview pour Radio Nova. Et je me rappelle, tu en parlais très bien avec une vision assez utopiste. Ou enfin utopiste, je sais pas. Comment tu vois ça, toi ? Oui, en effet, j'ai eu Radio Nova m'a proposé pour son émission L'Arche de Nova, justement, de proposer une utopie. Et j'avais une carte blanche. Et j'ai choisi justement, parce que ça me touche aussi personnellement, d'imaginer une sorte de manière de vivre ensemble, couple, petite famille, personnes âgées, enfants adoptés, dans des lieux communs où on prendrait soin ensemble de nos enfants, où on pourrait également dégager du temps pour s'occuper de soi, prendre soin d'autres personnes. Ça donnait des pratiques qu'on aime bien. Par exemple, quand on habite ensemble dans un couple, si toutes les deux ne savent pas bricoler ou les deux ne savent pas cuisiner, c'est un peu problématique. Or, si on vit dans des grandes communautés, il y aurait des personnes qui se chargeraient de certaines missions par affinité. Et donc, pour pouvoir vivre dans des lieux comme ça, il faut que les lieux et donc leur architecture et les volumes s'y prêtent aussi. Je regarde mes enfants avec beaucoup de tristesse jouer avec les enfants de nos voisins dans un couloir très très étroit de notre immeuble, parce qu'il n'y a pas de lieu commun, de lieu de grand hall où les enfants pourront jouer ensemble, etc. Donc le seul lieu où les enfants des 3 appartements du même palier peuvent jouer, c'est vraiment le couloir qui nous relie et qui doit faire 1,20 m sur 8, ce qui est vraiment pas énorme, et qui sortent là, mettant en commun leurs Lego, leurs jouets, qui font des jeux de société ensemble ou même jouer au ballon. Et j'aurais adoré de les voir partager tout ça, jouer ensemble dans un lieu un peu plus volumineux où ils pourraient développer autre chose et d'autres types de jeux et juste respirer, quoi. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre en plus dans ce couloir. Mais tu sais, il y a du bon sens tout simplement, et des questions que pendant quelques années qui ont peut-être été oubliées. On a eu une évolution là sur ce que tu disais, ce fameux vivre ensemble qui regroupe beaucoup de choses, qui peut regrouper beaucoup de choses et être trop vaste. Et finalement, moi j'ai le sentiment qu'on revient, après quelques décennies d'habitat où on était très, très individualiste, on revient sur en fait, le collectif que tu évoquais, Rim. Ça me fait penser alors je ne sais pas combien de temps en arrière, peut-être une 40-50 ans en arrière, et finalement ce village où c'était déjà cette grande, d'ailleurs on vivait plus en famille avec 2-3 générations, avec une aide, et chacun intervenait sur une tâche, et puis avec les voisins, il y en a un qui était plus bricoleur, l'autre qui était plus cuisinier, etc. Et c'est vrai que ça s'est perdu pour une société qui évolue peut-être de manière un peu trop individuelle, et on sent ce virage qui est pris aujourd'hui dans la société, et qui irrigue toutes nos réflexions, en tout cas aujourd'hui, sur la manière de concevoir. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les pistes sont multiples, et ça va aussi bien de bon sens comme d'avoir un palier un tout petit peu plus large et éclairé. On peut créer tout de suite un espace agréable de rencontre, de discussion avec son voisin tous les matins, des halls un peu plus grands, des espaces dédiés aux enfants. Donc voilà, il y a plein de possibilités, et c'est ce qui est beau. Et ce que je disais là, je reviens sur ma passion, mon métier, donc c'est ce qui est beau dans l'art de construire des logements. Et c'est vrai qu'une œuvre d'art devient aussi un petit peu le point de ralliement des habitants. Ça peut être dans les jardins, s'il y a des jardins communs, ça peut être dans le hall d'entrée. En ce moment, je crois que c'est la grande préoccupation des promoteurs, c'est de recréer des espaces collectifs agréables. Et c'est là que la charte d'un immeuble prend tout son sens.
Exactement. De recréer des espaces collectifs agréables, c'est une attente très forte de nos clients et puis des occupants. Et la charte animaux d'une œuvre est un des éléments en effet pertinent, même si ce n'est pas celui-ci qui m'a guidé dans cette action. Ce n'était pas le premier, mais en effet, ça devient par ricochet, par résultante, un bon outil. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater sur cette première résidence, un bon outil de, comme tu disais, de point de ralliement et d'échange. On a essayé d'apporter un petit peu de poésie dans la vie des habitants. Rime, je crois que c'est une mission réussie. Écoute, j'en suis absolument ravie. En fait, ce qui est drôle, c'est que juste après que tu m'aies proposé, Marion, ce projet-là, j'ai eu une autre proposition un peu similaire, mais pour de l'éphémère, où j'ai écrit aussi un poème original pour une médiathèque à Lille, que j'ai inscrit moi-même sur 3 de ces vitrines. Bien sûr, l'idée me plaît, m'a complètement séduite, et voilà, c'est pour ça que je vais proposer mes services à vos collègues. En tout cas, je suis extrêmement content de cette première expérience, puisque c'était une première expérience pour Bâtillon. C'était un vrai plaisir et puis une belle réussite. Donc merci encore à vous deux. Merci Jérôme et merci Marion pour tout ce projet, pour ton audace. Et merci Jérôme aussi d'avoir considéré cette proposition qui n'a rien d'évident de prime abord. Mais qui est une réussite, on est d'accord. Une belle réussite, une franche réussite. Bon, merci à tous les deux pour ce bel échange. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentard.